Ce qui est important dans la vie, tu sais, c'est de faire des expériences. On joue. On parlera après. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue dans Point d'expérience, le podcast où nous pensons qu'il y a autant de façons de jouer au jeu de rôle que de joueurs de jeux de rôle. C'est la raison pour laquelle on échange nos expériences et nos souvenirs. Et aujourd'hui, on va parler des systèmes de règles. Les différences de systèmes de règles, les différences de versions de jeux, et on va voir où ça nous mène. Pour parler de ce sujet ce soir, j'ai invité celle qui fait les règles à la maison et qui les change jamais, Tako-chan. Bonsoir Tako-chan. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Mais si, les règles à la maison changent. Ah, alors, les différences de versions de règles à la maison sont très perturbantes, mais on les évoquera pas ce soir. Ok, ça marche. Et j'ai l'immense honneur de recevoir Benoît Chérel. Bonsoir Benoît. Salut. Je vais dire ce que je sais de toi. Tu es le créateur du mythe d'Altaride, sur laquelle j'ai eu la chance de participer pendant quelques années à mon humble mesure. Au début des années 2000, co-créateur également d'Univers Fantastique, un site pionnier où on jouait aux jeux de rôle en ligne. Très très bon souvenir également. Depuis quelques années, tu es le créateur du jeu Fils des siècles. On en parlera tout à l'heure peut-être. Et évidemment, les gens te connaissent, je pense, ceux qui nous écoutent en tout cas, pour la revue Chronique d'Altaride. Combien de numéros des Chroniques d'Altaride, Benoît ? 42. 42, mais 42 avec quelle qualité ? Wow, 42. Quelle qualité ? Avec des invités prestigieux, des reportages de qualité. Enfin, une revue que je pense beaucoup ont lu et ont apprécié lire. Donc bravo pour tout ce travail-là. Je suis très content de t'avoir. Ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se retrouver autour d'un micro pour faire un podcast. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là aussi. Alors, le sujet de ce soir est assez particulier. On a pioché parmi toute une quantité de sujets et on s'est dit en quoi l'approche d'un jeu de rôle peut être ternie ou améliorée par les différences de versions du jeu que l'on joue. Benoît, j'ai envie de te poser une question très ouverte. Est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience ratée ou une déception à cause d'une version de jeu qui n'était pas celle à laquelle tu t'attendais ? Ah mince, on joue avec des D20 au lieu de jouer avec des D100. Ou au contraire, est-ce que ça a grandement amélioré tes expériences de jeu, ou alors tu vas me dire que tu t'en fiches royalement et que c'est pas ça l'intérêt ? Un bon système, c'est un système qui va être simple et qui va m'aider à comprendre l'univers aussi du jeu et pas seulement juste les règles. Moi, ce que j'aime bien, c'est que si je trouve une adéquation entre les règles et l'univers. Et parfois, tu parles de mauvaises expériences, il y a comme une coupure, il y a un système qui pourrait marcher très bien pour d'autres univers et qui marche pas bien avec celui où il se retrouve coincé, quoi. Et puis il y a cette simplicité, donc il y a des systèmes parfois peut-être dans les anciens où on va trouver des règles extrêmement sophistiquées, mais du coup qui alourdissent beaucoup le jeu et qui éloignent de l'aspect roleplay, on va dire. Après, tout le monde n'est pas forcément orienté sur cet angle-là, mais comme c'est ce qui m'intéresse pas mal. J'aime pas trop être ralenti par les règles, quoi. C'est vrai que tous les trois autour de la table, je pense qu'on est plus attirés par le côté roleplay. Et comme tu l'as dit, le système de jeu doit être facilitateur. Pas trop de G2D, pas trop souvent, pas trop complexe. Oui, mais ça dépend des joueurs. Comme tu dis, nous trois, je pense qu'on a cette approche. Mais j'ai connu des joueurs dont leur passion, c'est de créer sa fiche pour pouvoir jeter la majeure quantité de dés possible pour réussir tout ce qu'ils entreprennent. Ça existe aussi. Ça existe et heureusement il en faut pour tous les goûts. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour échanger sur tous les avis. Alors comme on est tous les trois un peu d'accord sur le fait que le roleplay est primordial, je rebondis sur ce que tu as dit, Benoît. Tu as déjà senti qu'un système de jeu ne collait pas avec le jeu auquel tu étais en train de jouer ? Tu as un exemple précis ?
Même dans des jeux que j'ai moi-même pratiqués, hein, ou même créés, parce que si on remonte aux origines avec Middeltarid, qui est le jeu que j'ai co-créé et qui m'a servi de laboratoire pour découvrir ce que c'était que le jeu de rôle, on a créé une multitude de règles et certaines, on se rendait compte qu'elles n'étaient pas adaptées à l'univers dans lequel on voulait les utiliser, quoi. Carrément à l'univers, ou plutôt aux joueurs, ou l'idée que se faisaient les joueurs de l'univers? En tant que créateur, je peux dire à l'univers, mais après, effectivement, selon le joueur, on peut placer différentes ambiances dans un univers, et du coup, effectivement, peut-être qu'elles sont plus adaptées à certains joueurs qu'à d'autres. Mais en créant, on fait plein d'erreurs, et on cherche un peu des façons de créer une règle, et puis il y en a qui vont correspondre aussi à une façon qu'on a de jouer, et quand on va tester la règle avec d'autres joueurs, on va se rendre compte que elle n'est pas adaptée à leur façon à eux. Et une bonne règle, c'est une qui va être pas mal transversale, qui va fonctionner avec différents comportements de joueurs. Rares sont les jeux qui arrivent à rassembler vraiment globalement. Et, enfin, quelque part, c'est pas le but non plus, parce qu'il y a des jeux pour tous les goûts, et l'appétit de simulation va être assouvi par un jeu qui ne plaira jamais à celui qui veut faire du narrativisme, comme dirait l'autre. Et du coup, ces gens-là, sans doute qu'ils auront plus de mal à se retrouver à la même table, mais des fois, ils arrivent quand même à trouver des points communs, et c'est ça qui est sympa en jeu de rôle aussi. On peut parler là sur Middeltarid des deux systèmes de règles, des deux univers de règles qui ont coexisté pendant plusieurs années. C'est le système action et le système simulation. Je peux dire quelle est mon expérience à ce sujet, hein. J'ai rejoint l'aventure Middeltarid en 1998 ou 99, je ne sais plus trop. Donc vous aviez déjà créé le jeu depuis 3 ou 4 ans? Je crois que c'est 93 les premières itérations du jeu, donc ça faisait un peu plus que ça, mais voilà. 5-6 ans. Je suis arrivé, il y avait déjà un système de règles bien établi. De mémoire, c'était sur la base de G avec des D6. Il y avait une feuille de personnage où on pouvait coller des morceaux d'équipement qui correspondaient à des objets. C'était assez visuel, c'était très sympathique. Et puis, j'ai participé à l'aventure avec Cédric, co-créateur. Et je l'ai aidé modestement à développer un système de règles que lui voulait le plus simulationniste possible. Donc on est parti des D6 et on a estimé que les probabilités de réussite de faire un critique étaient trop élevées. Donc on est parti sur des systèmes avec des D20, puis toute la chose a évolué. On a rendu le calcul d'équipement plus compliqué. Pendant un moment aussi, on a permis de viser les parties du corps lors du combat. Donc on pouvait viser les parties du corps lors des combats ou tirer un D10 pour toucher une partie du corps au hasard. Ça complexifiait énormément les règles. Et c'est vrai qu'on est parti très très loin sur le côté simulationniste. Voilà, il y avait des pièces d'équipement aussi. La protection n'était pas la même selon la zone du corps. Le poids de chaque objet était comptabilisé par le joueur, le nombre de flèches, tout un tas d'ailleurs, dans les flèches, on pouvait compter 10 ou 15 variétés de flèches différentes avec différentes possibilités d'action. C'est très intéressant d'aller dans le détail, mais en fait, plus on rajoute de choses, moins on s'intéresse à l'histoire finalement. C'est très intéressant parce que on va avoir un personnage réaliste, un personnage suffisamment détaillé pour qu'il soit crédible. Le système qui permet de le faire bouger, il va lui permettre de répondre aux lois physiques de l'univers. Donc, quand on va jeter les dés pour savoir de combien de haut on peut sauter, le résultat il sera cohérent avec ce qui est potentiellement faisable dans la réalité, des choses comme ça. Mais ça veut dire des tables de calcul un peu partout, ça veut dire des paragraphes de règles supplémentaires, des règles spécifiques à des actions qui sont parfois très rares. Et d'un autre côté, je ne sais pas, mais parce que moi j'ai connu Altarid, mais en version très tardive, on va dire. Mais je pense que d'un côté, à part de faire des règles très lourdes, plein de tables, tout ça, je pense que ça peut aussi couper la magie des jeux de rôle. On n'a pas envie de porter avec une énorme armure comme au Moyen-Âge dans laquelle à peine on peut lever l'épée et que ça soit tout compliqué. On a envie de vivre des aventures épiques. Et je pense que justement, que ça colle à la réalité, que je dis, avec une armure, je peux faire un saut de 20 cm max. Je pense que c'est pas ça ce qu'ils cherchent les joueurs. Au moins, c'est pas ça que je cherche. Oui, ça coupe l'héroïsme. Et bon, vous avez raison tous les deux. Je me souviens très bien du moment où avec Cédric, on s'est dit, c'est bien beau, là, on a une simulation d'équipement qui est parfaite. Parce que les objets ont des points qui correspondent au poids. Mais au bout d'un moment, si je prends un sac, si dans mon sac je mets 18 matelas, en termes de poids, mon sac peut contenir 18 matelas.
mais en termes de volume, c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je fais? Je simule le volume en plus du poids? Ouais, mais on avait réfléchi à ces choses-là aussi. En réalité, c'était une approche qui était très, très similaire à ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo de type Diablo, Warcraft, enfin World of Warcraft, des jeux où, en fait, c'est l'ordinateur qui va gérer ces aspects-là. Et c'est beaucoup plus facile enfin, ou plus récent, hein, maintenant, il y en a des tas, enfin, on va pas les citer tous, mais dans les jeux de rôle, jeux vidéo, il y a derrière des algorithmes, il y a des règles de calcul qui vont, toutes ces choses-là qui sont très faciles à calculer pour une machine vont être très fastidieux à faire autour d'une table. L'encombrement, typiquement, dans pas mal de jeux type, je sais pas, Skyrim, dès qu'on prend un objet, il y a le poids qui est noté, et quand on arrive à dépasser la limite, il commence à ralentir le personnage ou ce genre de choses. Il y a des jeux qui gèrent le volume. Je parlais de Diablo, il y a dans l'inventaire, il y a des cases, et donc les objets, quand ils sont très petits, ils s'empilent, quand ils sont moins petits, ils se positionnent sur une ou plusieurs cases, et puis quand il n'y a plus de cases, il n'y a plus de place, quoi. C'est astucieux et c'est géré par la machine, mais sur une feuille de papier, c'est beaucoup plus compliqué. L'approche qu'on avait au début avec des petites fiches pour les objets à placer aux différents endroits, c'était un petit peu ça, c'était du pré-Diablo en fait. Mais c'était aussi énormément de boulot. Ça veut dire que pour chaque objet, il fallait créer une mini-carte sur laquelle on marquait les caractéristiques, on faisait un petit dessin de l'objet, etc. C'était très complexe. Mais voilà, ça correspond à une époque aussi. C'est vrai que quand on prend aussi les jeux de la fin des années 80, début des années 90, il y avait encore pas mal de systèmes qui étaient très axés autour de ces détails-là. Quand on prend les règles de Cthulhu de la 3e édition ou quelque chose comme ça à l'époque, il y avait plein de choses de ce genre-là. C'est la raison pour laquelle tu as voulu faire le système de règles action sur Altarid. Comment tu t'y es pris? En fait, à la base, Mythe d'Altarid, on l'avait imaginé sans trop savoir ce qu'était le jeu de rôle. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on est plutôt parti des livres dont vous êtes le héros. En particulier une petite série dans les livres dont vous êtes le héros qui s'appelait Terre de légende et qui présentait une version un peu alternative de l'œil noir ou de Donjon. Et donc, mais qui était présenté un peu à cheval avec un système où on pouvait encore jouer façon livre dont vous êtes le héros. Enfin, bref, on est parti de quelque chose qui était très personnel finalement. On n'avait pas de regard, on connaissait pas de rôliste, on connaissait pas de livre dont vous êtes, enfin de livre de jeu de rôle en soi. Et donc on a créé à tâtons. Et donc typiquement dans les livres dont vous êtes le héros, les règles elles sont pas les mêmes. Parce que les besoins sont pas les mêmes. Et puis, il y a l'époque aussi. Quand j'ai commencé à réfléchir au système action, en fait, c'est parce que j'étais étudiant et je me suis retrouvé... Enfin, l'une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé à la fac, c'est regarder l'annuaire des associations de la ville et pour voir où est-ce qu'il y avait des rôlistes. Parce que je savais que ça existait. Enfin, j'avais enfin compris ça. Je le disais Casus Belli déjà un petit peu et j'avais très envie de rencontrer d'autres gens que les seules personnes que j'avais moi-même formées à mon propre jeu. Enfin, on était dans une espèce de huis clos qui était intéressant mais qui n'était pas très productif finalement. Et donc plutôt que de tourner en rond, je suis allé dans une asso et là j'ai découvert une multitude de jeux parce que il y avait beaucoup de monde et beaucoup de tables actives. Donc je suis passé à papillonner un peu à différentes tables, faire des one-shots, quelques campagnes et j'ai découvert en quelques mois 20-30 jeux de rôle différents et ça m'a donné une perspective beaucoup plus large. Bon, la lecture de Casus Belli aussi, mine de rien, le magazine de jeux de rôle de référence, en tout cas pour l'époque, permettait, ne serait-ce qu'en lisant les scénarios, de voir comment on pouvait faire des jeux différents dans des univers différents, avec des systèmes de règles radicalement différents aussi. C'est en voyant la comparaison entre, comme on disait, ce système très lourd qu'on avait à l'époque, et puis parfois des systèmes beaucoup plus simples. Il y avait le basique dans Casus, qui était inspiré du système Chaosium, qui est à la base de l'appel de Cthulhu. Des choses où je me disais, waouh, en fait, on pourrait faire beaucoup plus simple, et ça permettrait de raconter les histoires plutôt que de passer son temps à gérer des aspects techniques, quoi. Et donc j'ai un peu au début commencé à essayer de modifier le système et puis je me suis dit finalement peut-être que ça pourrait être plus simple de faire table rase, de ne garder que l'univers et de m'inspirer des règles qui me plaisent dans les jeux que j'ai pu croiser pour créer quelque chose de différent, quoi. Et donc j'ai pioché un peu à droite à gauche. Il y a eu plusieurs itérations. J'ai toujours vu le système action comme une sorte de laboratoire de règles où j'ai testé. Moi aussi, je suis passé par exemple, différents types de dés pour résoudre les actions. Je crois que je les ai à peu près tous passés en revue. Des 20, des 100, des 10, des 6. Pour tester un peu à quoi ça sert, quelles sont les différences en jeu, parce que du coup, j'avais aussi des gens à disposition pour tester. Voilà, je vais vous redonner la parole un peu. Et voilà un peu la logique de la création d'action, quoi. J'ai eu la chance de faire jouer Altarid aussi quand j'étais étudiant.
à Grenoble avec un autre cercle de connaissances. Donc là aussi, sortir du huis clos dont tu parles, donc des gens qui m'ont initié à d'autres jeux. Et moi, j'avais pas grand-chose d'autre à proposer que Altaride, hein, finalement. J'étais assez neuf dans le jeu de rôle. Et c'est vrai que les gens étaient assez admiratifs de savoir que c'était un jeu de rôle amateur parce que il y avait quand même beaucoup de systèmes assez matures, même si aujourd'hui tu les considères comme des laboratoires. Et c'était assez rigolo de voir que au fil des mois, les règles changeaient. Et donc j'avais presque en direct le retour des joueurs sur la variation des règles. On a commencé avec des D6 et puis 2 mois après, on jouait en additionnant on faisait alors 4 D20 plus 3 D10 plus 2 D6. Donc là, les mecs, ils commençaient à faire la grimace quand il fallait faire les additions. On s'est rendu compte que on avait peut-être été trop loin. C'était super enrichissant d'avoir des retours en direct sur les joueurs, hein, qui me disaient « Ah, ben moi, je préférais la dernière fois, je tirais un D6, j'avais le résultat tout de suite. » Et là, si on écoutait bien, on se rendait compte qu'aller trop loin dans le simulationnisme n'était pas forcément ce que voulaient les joueurs. Maintenant, est-ce qu'on est capable vraiment d'ajuster un système de règles sans trahir l'univers? Quelque part, il n'y a pas une partie de l'univers qui doit être portée par les règles. Je pense à Fils des siècles. Donc, Fils des siècles, tu as un système d'attributs qui est basé sur la qualité du sang, c'est ça? Bile, atrabile. Oui, c'est le système des humeurs. Ouais. Je me base sur les fluides corporels dans la médecine antique, qui sert un peu d'attributs pour simplifier. Et donc ça donne des attributs qui sont transversaux avec à la fois un sens physique, mental et social pour chaque score qui après peut être ajusté selon l'angle. Que j'ai essayé de réfléchir à cette approche-là pour qu'elle soit cohérente avec la logique qui est une logique historique. Donc caler dès le système de règles quelque chose d'historique me paraissait cohérent pour renforcer le lien entre les deux, quoi. Et après, le système de base du jeu, je l'ai toujours réfléchi par rapport à ce que je voulais mettre dans le jeu. C'est-à-dire, par exemple, toute une réflexion autour de la notion de temps. Et donc, beaucoup des éléments de règles ont un lien avec le temps. Il y a des tables pour gérer les durées qui sont intégrées directement au système de règles. Enfin, je veux dire, à la racine, quoi, au moteur de base. Puis, une arborescence qui est liée à une évolution du personnage à travers de très longues périodes de temps. Puisque comme on joue des immortels, on peut garder des savoirs qui ont plusieurs siècles. Et c'est intéressant de voir comment une connaissance ancienne peut garder éventuellement son intérêt ou en perdre, ou comment faire un lien entre des compétences différentes, mais par exemple, je sais pas, un barbare de l'Antiquité qui a appris à se battre avec une hache à deux mains, si il avance dans l'histoire et on lui met entre les pattes un katana, est-ce qu'il peut utiliser une partie de son expérience militaire antique avec le matériel plus moderne qu'on lui fournit, ou bien est-ce qu'il recommence à zéro? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un recyclage possible? C'était des questions qui me paraissaient intéressantes à creuser, quoi. Après, encore une fois, c'est comment le faire d'une manière assez simple pour que ça reste fluide et pas s'engoncer dans des tas de sous-règles qui, du coup, cassent l'immersion, quoi. À la fois, le système de règles est assez propre au jeu que tu joues. Je vois mal ce système d'humeur appliqué dans un jeu type Alien, par exemple, qui se passerait dans l'espace. Tout à fait. Je pense qu'il y aurait un petit décalage, finalement. Voilà, mais quand on sait qu'on crée des règles pour un jeu Alien, on va poser ça comme élément central de la réflexion, quoi. Enfin bon, là, après, on est dans la création de jeu, c'est un autre débat que les systèmes de règles déjà aboutis, mais voilà, en tout cas, quand on pose les bases du système, je pense qu'il y a des éléments qu'il faut toujours avoir en tête et jamais les oublier, quoi. Sinon, on se perd, quoi. Altaride étant un laboratoire, je pense que la succession des règles qu'il y a eu, au bout d'un moment, finalement, on fait oublier quelques aspects qui étaient inhérents au jeu. Je pense par exemple à la foi matérialisante, qui est un des principes d'Altaride, qui est que si plusieurs personnes sur la planète ont les mêmes convictions, la même foi, la même dévotion envers quoi que ce soit d'ailleurs, l'énergie inhérente à la planète va le faire naître, va le matérialiser. Et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été présent dans les systèmes de règles, alors que finalement, ça aurait pu être de base, quel que soit le modèle. Si on avait recréé de ex nihilo les règles en gardant cet univers-là aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est l'approche qu'il aurait fallu prendre.
Mais sans doute que tout simplement c'était parce que ce concept-là, il a été rajouté, que l'univers il s'est enrichi. Enfin, c'est comme un Lego, quoi. On construit, on rajoute des briques au fur et à mesure. Et cette brique-là, elle fait pas partie des premières. C'était une super idée. Elle a vraiment typé l'univers quand elle a été intégrée. Mais au début, il n'y avait pas. On est parti de quelque chose de très très basique, et puis petit à petit, on l'a personnalisé, on s'est rendu compte aussi avec Cédric qu'on avait un univers qui était trop générique, c'était du Medfan soupe, quoi, finalement. Et donc à partir du moment où on a eu ce constat, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de vraiment original, qui donnerait la patte Altaride et qui ferait que ce soit quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc la foi matérialisante, ça en fait partie. Comme après, on a passé en revue genre les races qu'on a voulu conserver, on a fait un peu de nettoyage, et puis pour les races, on s'est dit mais comment les décrire pour qu'elles soient pas un copier-coller de l'elfe, du nain qu'on trouve dans le Seigneur des Anneaux, dans Warcraft et dans tous les trucs mainstream que tout le monde connaît, quoi. Si c'est pour faire la même chose, finalement, ça sert pas à grand chose. C'est compliqué là, de faire ce qui n'a pas déjà été fait, c'est encore un autre sujet, l'originalité peut-être. L'originalité, c'est pas forcément faire quelque chose que personne n'a jamais fait, c'est plutôt donner un cachet, donner un petit truc. Ça peut être un nain, tout en sachant qu'il y a déjà des tas d'autres nains, mais si ce nain-là, il a un petit truc qui fait que c'est pas Gimli, tous les nains de la planète, c'est pas Gimli, c'est sympa. Regarde le Hobbit dans le film du Hobbit, que je n'aime pas, ils ont quand même un truc intéressant qui est qu'ils ont réussi à typer les différents nains. Et on n'a pas Gimli x12, on a chaque nain qui a son petit truc qui fait qu'on le reconnaît. Alors qu'on n'arrive pas à mémoriser son nom, on se souvient de sa tronche, on se souvient de son caractère, et c'est sympa. C'est ça en jeu de rôle que je pense qu'il faut essayer de faire, c'est pas chercher à faire un truc que personne n'a jamais fait, parce que de toute façon on a un peu fait le tour, globalement, mais c'est dans les détails. Et finalement on va dire « personne n'avait jamais fait un nain comme ça », et finalement on en revient à de l'originalité, quoi. Je reviens, si tu me le permets, sur les systèmes de règles qui ne collent pas forcément à l'univers auquel on joue. Et je vais juste partager en 30 secondes une expérience personnelle. Je vais peut-être me faire des ennemis. Bon, le système des 20, moi, sur Cthulhu, ça passe pas, par exemple. Voilà, je l'ai dit. Cthulhu, par exemple, c'est un jeu qui, pour moi, doit être justement dans le réalisme. Et le système des 20 augmente la probabilité de faire des critiques, rajoute une part de hasard qui était moins présente dans le système des 100. Et la première fois que j'étais tout fier d'aller dans un magasin de jeux de rôle pour acheter une édition de Cthulhu, sans trop regarder, j'ai pris la version Cthulhu Monte Cook avec du D20. Quand je suis arrivé chez moi, j'étais surpris, dubitatif, je l'ai essayé et j'étais déçu. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Je suis sûr que peut-être des gens pourront commenter. Non, il a effectivement pas fait date, je pense, parmi les versions de Cthulhu qu'il y a eu. C'est sans doute une de celles qui a duré le moins longtemps, quoi. Elle n'a pas marqué les esprits. Mais n'empêche que le système Chaosium, il a largement ses défauts lui aussi. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils ont tenté une version des 20. Tu dis qu'il faut du réalisme pour ce jeu. Le système de base ne pousse pas forcément lui non plus au réalisme. Dans la version d'origine de Chaosium, il n'y a pas de jet de course, par exemple. Il n'y a aucune compétence pour courir, alors que c'est un jeu où on passe son temps à fuir des monstres. C'est vrai, mais le monstre va toujours plus vite que toi, de toute façon. Pourquoi courir? C'est quand même un paradoxe qui est étonnant, quoi. En tout cas, j'étais content de voir là, que la dernière édition de Cthulhu, je ne veux pas me tromper sur le numéro, ça doit être la 7 ou 8e. En tout cas, j'ai trouvé de qualité. J'étais content, moi, de voir, comme tu l'as dit, que cette version D20 n'a pas fait date. C'est mon avis personnel, je l'ai dit en introduction de ce podcast, on est là pour donner nos avis, donc c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de systèmes de règles qui vous a fait passer à côté d'un jeu, ou d'une évolution qui, à votre avis, a dénaturé le jeu. Non, mais pour parler vite fait de vampires, comme on donne son avis, j'évoquerai en restant dans la mascarade, j'ai joué aux différentes éditions et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des ajouts intéressants pour corriger le tir de règles qui justement ouvrait la porte à la possibilité de dénaturer facilement l'intention du jeu. C'est-à-dire que en première édition, certaines des disciplines des vampires qu'on pouvait choisir à l'époque étaient tellement mal cadrées qu'elles permettaient de bourriner d'une manière extrêmement forte et d'avoir des personnages qui devenaient des sortes de super-héros qui avaient plus grand-chose à voir avec l'objectif de base
du jeu, qui est quand même de jouer quelque chose de beaucoup plus lent, caché, quand même un jeu qui est plus dans la diplomatie, dans le relationnel. On est là pour raconter des histoires un peu gothiques, un peu horrifiques, et on envoyait des voitures à la tronche des gens au milieu de la rue. Parce que les scores étaient très faciles à monter. Je me rappelle plus trop des termes techniques, hein, mais j'ai souvenir d'avoir eu des personnages qui étaient trop optimisés, et donc ça a été corrigé assez bien, j'avais trouvé, dans les versions 2 puis 3 de la Mascarade, où c'est devenu plus difficile d'avoir un bourrin, tout en gardant la porte ouverte, parce qu'ils avaient bien compris qu'il y avait un client aussi sur cet angle de jeu. Mais voilà, je trouvais intéressant de voir que une édition aussi, une nouvelle édition de règles, ça peut aussi être là pour réorienter un peu le gameplay dans une nouvelle direction, dans une direction plus précise. Espérons que finalement, logiquement, ces versions de règles qui évoluent, elles sont dues au feedback qu'ont fait les joueurs, surtout quand on est dans de la grosse édition et de la grosse distribution. Donc Vampire, c'est du White Wolf, c'est des Américains, c'est certainement j'ose le dire, des dizaines de milliers de joueurs. Je pense que Vampire, c'est des centaines de milliers de joueurs, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un jeu, c'est très mainstream, hein, de toute façon. Mais j'espère que c'est venu du feedback, mais moi je sens qu'ils n'ont pas été aussi loin que ce qu'ils auraient pu dans le cadrage des disciplines. Donc les disciplines, c'est ce que tu dis, c'est les pouvoirs spéciaux dans Vampire. Et c'est ce qui fait que le jeu peut être vite très compliqué pour un meneur de jeu, parce que les points d'expérience permettent d'augmenter finalement assez vite les disciplines par rapport aux autres attributs. Et comme les disciplines sont généralement pas conditionnées à des scores de base prérequis dans les attributs, c'est pas rare qu'un joueur qui a envie de s'éclater mette tous ses points d'expérience dans les disciplines. Pour peu que dès la création du personnage, il a un attribut, par exemple, allez, j'en sais rien, moi je mets manipulation à 5 à la création du personnage parce que je m'en fiche qu'il soit totalement moche. Donc je sacrifie mon charisme pour mettre 5 en manipulation à la création de perso. Je mets tous mes points d'expérience sur des disciplines de presence, par exemple. Et mon personnage est devenu extrêmement fort alors qu'il n'a aucune étiquette, il ne sait pas se comporter en société, il ne sait pas mentir parce qu'il n'a pas de subterfuge, mais la discipline fait tout pour lui. On peut vraiment aller très très loin. Ils ne l'ont pas cadré autant que ça. Ils auraient pu faire en sorte que les disciplines soient conditionnées à un certain chiffre ailleurs. Et du coup, c'est un peu open bar pour ceux qui veulent faire du gros build sur les disciplines. Moi, je trouve que ça dénature un peu le jeu au bout d'un moment. Ce que je critique de White Wolf, pour parler de vampires, je comprends qu'ils partent d'une idée de donner mercantiliste, on va dire, donner à son public le plus puissant ce qu'ils veulent. Mais ça a fait que les jeux ne soient pas balancés. Il y a des clans qui sont les familles des vampires. Il y a certains que je trouve très très forts. Et il y a d'autres qui ne sont pas marchés, qui ont été oubliés ou relégués. Alors, et moi, comme je suis la défenseur de tout ça qui n'intéresse à personne sauf à 3 personnes, on est content. Je trouve que c'est pas balancé, que c'est pas équilibré, exactement, que c'est pas pareil pour tous les joueurs. Oui, on peut comparer niveau 10 de la discipline des salubris, hein, niveau 10, voilà, tu peux ressusciter un humain qui est mort depuis moins de 30 minutes, dont le corps est absolument intact. Génial, super. Combien de fois ça arrive dans une chronique? Pas souvent, mais surtout à quoi ça sert? Tu ressuscites un humain, c'est chouette. Alors j'invite les auditeurs à consulter les niveaux 10 de Protéane, les niveaux 10 d'Ospex, qui rendent des personnages absolument tout puissants. C'est vrai que ça n'a strictement rien à voir. Les salubris sont un peu mal aimés, hein, dans Vampire. Non, mais pas que les rapnos et d'autres choses comme ça, mais voilà. Et je trouve que toutes les versions qui sont faites, ils sont accentués au lieu de rattraper cette situation. Ils sont accentués de plus en plus le fait que les trémiers sont de plus en plus puissants. Qui a amené White Wolf à remettre un peu à plat, un peu comme j'avais dit pour Midaltari, d'une remise à plat. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont rebooté leur univers finalement avec un Requiem qui effaçait ce trop-plein de suppléments et de règles qui s'empilaient les unes sur les autres, et que ce soit au niveau des règles ou de l'univers, à force d'empiler avec des auteurs parfois différents qui n'avaient pas lu les contenus des précédents, on avait des incohérences narratives et au niveau des règles
qui devenait de plus en plus gênante. Donc quelque part, remettre les compteurs à zéro et repartir vers autre chose, c'était sans doute une des meilleures façons de garder la licence active. Après, il y a des gens qui n'ont pas pris le virage, mais de toute façon, dans tous les jeux, il y a des gens qui s'arrêtent à un moment parce que c'est le moment qui leur plaît le plus, là où ils ont le plus investi de leur temps, de leur argent. À Donjon, on trouvera toujours des gens qui préfèrent telle ou telle édition parce que c'est celle qui leur donne le plus de nostalgie, quoi. Il y a des joueurs de DD1, tout à fait, ça existe. Ouais. Oui. Et qui en sont très contents, et tant mieux. Mais ça, je le comprends tout à fait. Je pense qu'on le comprend avec Betsy. On s'est arrêté sur Mascarade, nous, clairement. Moi, quand j'ai joué à Vampire première édition, c'était avec un groupe qui jouait, alors que la 3e était déjà sortie. Et du coup, j'ai fait une campagne à Vampire première aide, alors que c'était déjà dépassé, on va dire. Mais c'est pas grave, c'était une autre ambiance, du coup. Oui, je pense que ça répond beaucoup, les choix d'un système sur un autre, je pense que répond beaucoup au fait de ce qui nous évoque, qu'est-ce qui nous donne plus de nostalgie, plus que le fait que ça colle bien avec l'univers ou que ça soit plutôt réaliste ou pas. C'est vrai qu'au-delà d'un certain degré, ça doit être plus rationnel. On apprécie, nous, je pense, Mascarade, première, deuxième édition, parce que on est tombé dessus et tout le reste nous paraissait plutôt apocryphe. Mais ça, c'est totalement personnel. Après, en tant que meneur de jeu, je trouve que passer le cap d'appréhender une nouvelle édition, c'est très exigeant. Donc heureusement, certains y arrivent, certains ont le courage de lire le livre entier et de bien faire le clair dans sa tête de ce qui est de Mascarade, que ce qui est de Requiem, que ce qui est Dark Ages, que ce qui est première édition, que ce qui est 20e anniversaire. Il y a des meneurs de jeu qui sont très bons pour ça, c'est pas mon cas. Moi, je fais beaucoup de mélanges très vite. Et je me retrouve souvent, ça m'a joué des tours à Vampire, je me retrouve souvent confronté à des joueurs qui s'étaient fait une idée d'une discipline, par exemple, parce qu'ils ont lu la discipline sur Internet, sur un wiki quelconque, qui a été sorti d'une édition légèrement différente. Et une fois à la table, au moment où la scène impose que le personnage fasse sa discipline, je me rends compte que j'ai pas la même perception de la discipline que le joueur. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, par exemple, sur du Dominate, où selon les éditions, on va faire du innuendo, on va sous-entendre des idées, faire un peu d'inception dans le cerveau de sa cible, alors que dans d'autres versions, on va directement donner des ordres. Ça peut être le cas sur Auspex, où la télékinésie peut être, où la télépathie peut être bilatérale ou unilatérale selon les versions. Il y a des règles plus ou moins claires aussi. Première édition est moins claire. Moi, ça m'est déjà arrivé, non pas que ça me pourrisse une expérience, mais que ça la complique. Parce que j'ai plutôt tendance à avoir envie de faire plaisir aux joueurs. Donc le joueur qui s'était fait une idée de son Dominate, je vais lui dire, oui, ok, la version Dominate que tu veux, c'est celle-là qu'on va appliquer. Mais au bout d'un moment, ça place aussi le joueur dans une situation, dans une zone de confort de laquelle il voudra de moins en moins souvent sortir finalement, puisque dès le début je lui ai donné ce qu'il voulait. Ouais, ça peut trahir le jeu parce qu'avoir une discipline moins forte est parfois plus intéressant. Et puis tu risques d'avoir vite des problèmes de cohérence, puisque si tu accordes un pouvoir un peu plus puissant à un joueur et puis pas à un autre, quelque part tu vas mélanger plusieurs éditions à la même table, et chaque règle généralement elle est en cohérence avec son édition, avec son environnement. Donc si tu mélanges, tu casses la cohérence, quoi. Si à la même table, il y en a un qui lance des D6 et l'autre qui lance des D10, ils jouent au même jeu, mais ils vont pas avoir la même façon de... Enfin, ils pourront plus trop interagir ensemble, quoi. Pour moi, le meneur, il a aussi le rôle d'arbitre. Il est garant des règles et de l'univers. Alors, effectivement, on peut discuter. L'important, c'est qu'on soit tous d'accord. Le but, c'est quand même de jouer et pas de se fâcher. Mais je pense que c'est quand même à l'arbitre de définir les règles, quoi, ou en tout cas de les appliquer telles qu'elles sont reconnues collectivement, pas un seul joueur qui fait sa règle pour son personnage. C'est pour ça que maintenant l'expérience nous a poussé à ce que, au moment de faire les feuilles de personnage, on se met d'accord précisément sur l'édition en particulier. Donc là, avec nos joueurs, par exemple, on peut les citer s'ils nous écoutent, avec Patrick et Jérôme, on a commencé du Vampire pendant la guerre de sécession à Atlanta. On s'est mis d'emblée d'accord sur le fait d'utiliser l'édition 20e anniversaire de la Mascarade. Alors on a tous le bouquin, voilà, on est sur une base équitable. Et on le sait, si quelqu'un lève le doigt en disant « Oui, mais la deuxième édition était plus précise, moins précise, ou mieux, ou moins bien », on dira non.
trop compliqué à gérer. Il faut être un peu assertif et un peu catégorique aussi. Je te rejoins sur le fait que le système de règles, il a sa propre cohérence. Par exemple, les disciplines de vampires, selon les univers, la difficulté des jets va être plutôt à 6 par défaut ou à 7 par défaut. Donc c'est pas des choses qui sont forcément mentionnées dans le descriptif du système de la discipline dans le livre. Donc il faut pas qu'on fasse des mélanges bizarres, on risque de le regretter. Voilà, après, je pense qu'il y a des systèmes, globalement, ils fonctionnent, mais quand ils sont poussés dans leur retranchement par celui qu'on peut appeler l'optimisateur, eh ben, il va montrer des signes de faiblesse. Le playtest d'envergure, il est aussi là pour faire apparaître ces choses-là, parce que souvent, quand on joue juste une petite partie ou deux dans son coin, ça peut marcher, parce qu'avec ce groupe-là, on a suivi l'histoire, on n'a pas cherché à casser le système, à casser l'histoire, à casser le scénario, et du coup, ça marche, parce que l'auteur l'avait prévu comme ça, on l'a joué dans le sens où l'auteur le pensait, ça fonctionne. Mais parfois, on a des joueurs qui vont pas aller dans le même sens, qui vont avoir un plaisir ludique aussi à essayer de trouver la petite faille, le petit truc où il va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres, ou gagner de l'expérience un peu plus vite, ou je ne sais quel avantage il va y tirer, et tout simplement le plaisir d'avoir trouvé quelque chose que les autres n'avaient pas vu finalement. Et du coup, il va exploiter cette faille, et là, le système, il peut vite s'effondrer parce qu'il n'était pas prévu pour, quoi. On en connaît tous, mais ils sont les bienvenus à table parce qu'ils s'amusent aussi, ils font partie ils font partie des joueurs qui ont tout à fait le droit de s'exercer à cette culture-là. Il faut juste leur rappeler aussi qu'ils ne sont pas seuls à table, donc ça va être le cas pour tous les joueurs. De toute façon, le plaisir que doit trouver un joueur ne doit pas être au détriment du plaisir des autres joueurs, et parfois les optimisateurs peuvent être très, très exigeants en termes de temps de parole, justement le temps de clarifier avec le meneur de jeu tous ces détails-là, de poser les questions, d'avoir les réponses. Donc on est sur une scène, une action d'un tour d'une scène, donc on est sur 3 secondes où le joueur est supposé faire quelque chose, le personnage est supposé faire quelque chose, mais si le joueur prend 8 minutes, 15 ou 20 minutes à ouvrir les bouquins, casse l'immersion. Ça peut saboter le plaisir des autres. Donc ça, un petit message à tous ceux qui aiment optimiser, clarifier avec le meneur de jeu à l'avance, parce que c'est une solution aussi. Ou après, le meneur de jeu prend une décision, frustre un peu le joueur qui peut, hors jeu, effectivement, interroger le meneur et chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais parfois, en tant que meneur, je ne sais pas toi, Benoît, tu as plus d'expérience que moi, mais ça m'est déjà arrivé d'être pris au dépourvu devant un joueur qui exploite la faille dans un système de règles. Ouais, mais là, du coup, en tant que meneur, il faut juste se poser la question, est-ce que cette faille est un ajout à la narration? Elle va nous rajouter quelque chose dans l'histoire, elle va être intéressant ludiquement. Si elle nous procure du plaisir autour de la table, qu'il ait trouvé cette astuce et qu'il aille plus loin que ce qu'on avait imaginé. Le jeu de rôle, c'est souvent ça, c'est aller plus loin que ce qu'on avait imaginé. C'est qu'en groupe, on va avoir plus d'idées qu'on en aurait eu chacun dans notre coin. Donc finalement, des fois, la faille, elle est chouette. On n'y avait pas pensé, mais en fait, on peut contourner la difficulté, et c'est rigolo, et du coup, on y va. Si en revanche, ça flingue le scénar, ça pourrit les projets des autres, et ça fait s'effondrer tout ce qui était prévu, et que du coup, ça frustre, ça gêne, ça embarrasse, là, le meneur de jeu, c'est à lui de dire non. Ok, t'as vu un truc, mais on peut pas le faire comme ça. Je suis désolé, ça marche pas, quoi. Ce serait de l'anti-jeu, quoi. Donc à un moment, il faut être aussi fair-play et considérer que même si la règle m'aurait permis de le faire, parce que j'ai trouvé un point de règle qui m'aurait permis de le faire, je vais pas le faire parce que ça colle pas avec l'ambiance qu'on voudrait tous avoir à table, quoi. Ça peut être une bonne idée à un moment donné et ne plus l'être plus tard. Donc le meneur de jeu qui a dit oui à cette bonne idée peut s'en mordre les doigts. Ouais, souvent ça fait un précédent aussi quand on dit oui et qu'on s'en mord les doigts. Enfin, je me rappelle d'un MJ trop gentil qui disait oui à beaucoup de requêtes des joueurs, et du coup il s'est retrouvé avec des personnages qui étaient suréquipés, surexpérimentés, qui avaient eu beaucoup trop facilement des récompenses surdimensionnées, et du coup on en arrivait à un no fun. C'était plus intéressant parce que on savait qu'on allait avoir des récompenses extraordinaires sans aucun effort.
Et quelque part, le système, il est aussi là pour nous aider le MJ à ralentir la progression des joueurs, en tout cas la rendre difficile, que ce soit un vrai challenge, un défi. Le jeu, il est aussi là. Si on joue tout le temps en mode facile, au bout d'un moment, c'est usant. On a envie de monter, de changer de braquet, d'avoir un défi. Ouais, je pense que c'est un des aspects intéressants du jeu de rôle. L'overpuissance que peuvent procurer des pouvoirs peut être contrebalancée par des difficultés scénaristiques que, en tant que meneur de jeu, on apporte. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va devenir difficile. Si vraiment ils deviennent Uber Boost, tu vas vite arriver au bout, ils deviennent des dieux, et après, tu fais quoi? Il faut quand même, dans un coin de sa tête, penser à tous les précédents que ça va ouvrir. Je sens Betsy plus catégorique que moi. Et voilà, je suis désolée, mais je dois être les meneurs de jeux de terreur parce que je pense, quand quelqu'un me demande est-ce que je peux faire ça parce que les règles disent ça, la première chose, la question qui apparaît dans ma tête, est-ce que ça va m'aider ou ça va m'handicaper? Moi, meneur de jeu, dans ma chronique, moi, je pense pas à mes joueurs. Je suis horrible, je suis désolée. Mais je demande des excuses. Non, je pense que c'est une bonne idée. Et finalement, la plupart des temps, je dis non. Et même si mais le livre dit catégoriquement, je dis, c'est ma version, ça te plaît, chouette, ça te plaît pas, au revoir. On arrête là. Je te dis, je dois être la plus horrible. Tu arrondis les ongles un peu plus que ça, mais tu dis non, et c'est vrai que ça m'est arrivé en tant que joueur, déjà dit non, de manière un peu plus compréhensible que ce que tu viens de dire, et c'est appréciable. Je pense qu'un joueur peut apprécier aussi d'être recadré dans le jeu. C'est intéressant quand on voit que le MJ, il tient la barque, il sait où il va, c'est comme un réalisateur dans un film, quoi. S'il dit oui à toutes les demandes de tous les gens qui lui font des propositions, son film, ça va être de la soupe, il ressemblera à rien. Il faut une vue artistique un petit peu aussi sur l'aspect. C'est lui le showrunner, quoi. Oui, mais je vous dis, je sais pas, je n'aime pas, j'ai très peur de perdre les sens de ma chronique. Si je laisse tout le monde faire ce qu'ils veulent, c'est Disney et je perds tout. Alors je préfère dire non ou je cherche immédiatement les contre-coups de ce qu'ils me demandent. Par exemple, dans un exemple concret, il y avait une personne qui voulait bouger une statuette et faire tirer les statuettes avec une arme à feu. Je dis, ok, je te laisse faire ce que tu me demandes, mais la statuette ne peut pas viser. Alors, toi, chaque fois qu'elle tire, toi dois tirer pour savoir si tu te prends une balle ou pas. Toi aussi. Utiliser de la télékinésie pour mettre une arme dans une statue de pierre, ou qu'une statue de pierre ait une arme et tirer avec. Mais voilà, je prends les contre-coups et c'est là qu'ils disent, ah non, alors je ne fais pas. Et ça me sauve parce qu'ils ne le font plus. Ah oui, si la statuette te tire dans la figure, oui, c'est exactement. Mais bizarrement, selon mon expérience, les enfants qui jouent au jeu de rôle, avec eux, il n'y a pas besoin de répéter les choses deux fois, ou ils ne sont pas décidés de « Ah, mais si je faisais ça... » Non. Ils sont plus dans l'imaginatif, mais moins dans les casser les règles. Ok, je pense qu'on fera un sujet... L'éducation par le jeu de rôle. Oui, l'éducation par le jeu de rôle. Je pensais le jeu de rôle avec les enfants, j'étais un peu plus générique, mais l'éducation par le jeu de rôle, pourquoi pas, parce qu'on pourrait aussi éduquer des adultes via le jeu de rôle. Ça aussi, c'est un sujet intéressant, hein, dispatcher le temps de parole. Ouais, toutes les compétences qu'on peut gagner en tant qu'adulte grâce au jeu de rôle, c'est énorme. De la soft skill qu'on peut travailler. Parce qu'effectivement, le temps que tu vampirises le meneur de jeu, son jeu de mots, le temps que tu vampirises le meneur de jeu sur ton détail de règles, les autres à table, en général, s'embêtent. Bon, on a pas mal parlé du sujet, là, on est parti dans plein de pistes. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Benoît, des expériences à partager ou des ouvertures de sujets à partager ? On pourrait continuer à parler pendant des heures, mais non, je pense qu'on a fait effectivement le tour du sujet un petit peu déjà, au moins de base. Ouais. Ce que je retiens de notre rapide échange autour du sujet, c'est que, tous les trois autour de la table, on préfère le roleplay, on préfère l'univers, on préfère le lore qu'il va y avoir dans l'univers plutôt que le système de règles. Donc, tant qu'à faire, autant avoir des systèmes de règles qui sont simples, qui sont cohérents, qui privilégient l'action, qui puissent être transverses et plaire à toutes les typologies de joueurs. Si les règles de préférence n'ont pas trop de failles, tant mieux, mais ne pas avoir de failles,
Quand on respecte tous les préceptes que j'ai dit, c'est impossible. Donc on compte aussi sur les joueurs pour ne pas chercher à explorer tout le temps les failles. Oui, voilà, et moi, c'est un petit conseil aux joueurs qui m'écoutent. Je pense que pour améliorer les règles d'un système, il faut le bon sens du joueur. De dire, si j'ai un sac, je ne vais pas mettre un four dans mon sac à dos, c'est pas possible. Si je dois sauter et que ça fait 2 nuits que je ne dors pas, je ne veux pas réussir un jeu d'athlétiques. Des choses comme ça. Je pense que nous, joueurs, on doit être plus cohérents. Si je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, ou Toulouse, je viens de voir Toulouse, je ne me mets pas à fouiller les cadavres, je ne sais pas. Il faut être cohérent pour que les règles puissent être plus simples et que les meneurs de jeu puissent les appliquer d'une façon plus correcte. Mais le joueur, il n'est pas objectif. Il a son personnage, il a un attachement au personnage, il peut avoir envie de le sauver, quitte à faire quelques concessions avec les règles physiques de l'univers dans lequel se trouve le petit personnage. Donc il va avoir très envie qu'il saute plus loin, qu'il court plus haut, qu'il réussisse là où c'est vraiment important. D'où la dynamique qui est souvent là en jeu de rôle avec un face-à-face joueur-MJ et un jeu de ping-pong, parce que le MJ, il est là pour ramener un peu de la cohérence quand ça commence à déraper un petit peu, quoi. Il y a d'ailleurs des jeux aussi qui ne fonctionnent pas avec le MJ et qui vont avoir des règles où c'est les joueurs eux-mêmes, entre joueurs, qui vont s'interpeller sur attention, là tu dépasses un peu les limites du raisonnable par rapport à l'univers, à l'intrigue dans lequel on a choisi tous ensemble de jouer, quoi. Oui, mais je suis d'accord, comme tu dis, on s'attache et on a envie de réussir et de survivre. Mais justement, pour ces moments-là, il y a les règles qui sont établies et on s'est mis d'accord et on va les respecter. Mais quand c'est du role-playing, quand il n'y a pas un enjeu de sécurité, de survie, je connais des joueurs qui se mettent à chercher la petite bête dans les règles, même pour prendre un repas. C'est là que je ne suis pas d'accord. Donc on est d'accord avec Benoît sur le fait que le plaisir passe avant tout, donc il faut quand même sauver son personnage lorsqu'il est en danger. Et c'est normal que dans l'inquiétude, on puisse être un peu pinailleur sur les règles. Mais bon, là ce sont des cas qui quand même heureusement, sauf peut-être à Cthulhu, qui n'arrivent pas à chaque séance ou pas à chaque minute. Donc pas forcément de justification pour que les joueurs cherchent tout le temps la petite bête. Bon, je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet, mais on verra si on échange sur des sujets similaires dans d'autres émissions. On a quelques pistes d'ouverture qui peuvent nous amener ailleurs, comme on l'a évoqué. Benoît, est-ce que peut-être tu veux parler de ton actualité quelques minutes ? Mon actualité, de mon côté, elle tourne autour du jeu de rôle Fils des siècles, puisque j'ai arrêté les chroniques d'Altaride depuis quelques années. Altaride continue avec les voix d'Altaride, un podcast, mais je n'interviens que rarement dedans. Mais un autre podcast, un concurrent, mais agréable également. Les voix d'Altaride, écoutez-le, eux savent faire du podcast. Mais de mon côté, donc Fils des siècles, qui est donc un jeu de rôle historico-fantastique où on joue des personnages immortels à travers l'histoire. Donc je développe le jeu en bêta depuis plusieurs années. J'ai très fortement ralenti avec la naissance de mes enfants et ça reprend tout doucement là. Et en fait, là, en ce moment, je fais plutôt des parties en ligne pour me remettre un peu le pied à l'étrier. Donc si jamais ça vous tente, vous pouvez me rejoindre sur le Discord de Fils des siècles. Je développe également l'univers du jeu de rôle dans des bandes dessinées. Et du coup, je scénarise actuellement des bandes dessinées. Il y en a 2 qui sont en cours d'illustration. Et donc c'est un autre moyen de faire vivre l'univers et le présenter aussi à peut-être des gens qui sont pas forcément dans le milieu rôliste. Voilà, c'est très chronophage mais enthousiasmant. Donc ça aussi, on peut en savoir plus sur le Discord. Et puis Fils des siècles, ça se retrouve sur fils-des-siècles.com, c'est le site officiel du jeu. On mettra tous les liens dans la description qui accompagne ce podcast, y compris où se procurer les éditions bêta. Voilà, sur le site, il y a un espace boutique avec des PDF gratuits et quelques livres qui restent encore si on veut. Ok.
Une invitation à quoi? À qui teste, si vous avez la possibilité de tester Fils du siècle. C'était une belle expérience et je invite les gens à tenter. Oui, on a joué et approuvé Fils des siècles. On attend la suite en mode campagne. Clin d'œil pour Benoît. Voilà, oui, le jeu est axé sur la logique de campagne, comme je disais, c'est pour gérer des longues périodes, donc ça prend tout son sens quand on enchaîne les parties. Très bien, merci à vous deux, merci Tako-chan, merci Benoît. Merci à toi. Ce n'était que notre avis, cela n'engage que nous. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-nous, partagez sur les réseaux sociaux votre propre expérience sur le sujet, vos propres conseils, on sera à l'écoute et on répondra. À vous de jouer.